Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaou. La BD n'est plus qu'elle est ça. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Selon Campbell, il existe une histoire archétypale qui jaillit de l'inconscient collectif. L'élément du livre qui a marqué tout le monde, c'est la théorie du voyage du héros. Selon cette théorie, tous les mythes reproduisent un même schéma narratif. Alors à la base, je vous avais écrit tout un machin pour revenir sur chaque étape du développement. Mais finalement, il se trouve que Antonin Aguerre a produit dans un thread Twitter un bien meilleur résumé que ce que j'allais faire, donc je vais vous le lire avec son autorisation. Un jour, Joseph Campbell, écrivain et professeur de littérature américain, s'est dit qu'il allait trouver le schéma narratif ultime. Campbell devait avoir quelques problèmes d'équilibre vu la taille de ses chevilles. Dans sa théorie, le voyage du héros se décompose en 17 étapes, et non 4 ou 5 comme on le voit souvent. Vous allez voir que c'est salé. Premièrement, l'appel à l'aventure. Le héros est dans un environnement familier, mais quelque chose possiblement surnaturel l'engage à partir. Deuxièmement, le refus de partir. Le héros ne le sent pas trop. Pour plein de raisons, fainéantise, peur, confort, il préfère rester dans son environnement familier plutôt que de partir à l'aventure. Troisièmement, l'aide surnaturelle. Après que le héros soit parti à l'aventure, un guide ou magicien, généralement une figure paternelle, va l'aider dans sa quête. Quatrièmement, passage du premier seuil. C'est la frontière entre l'univers connu du héros et l'inconnu, potentiellement magique. C'est Sam qui dépasse son territoire dans Le Seigneur des Anneaux ou de manière beaucoup plus emblématique la fameuse pilule rouge de Matrix. Cinquièmement, le ventre de la baleine. Rupture définitive avec le monde connu. Première attaque où le héros dans le nouveau monde est sans défense. Ce sont les Nazgûl qui attaquent les hobbits. Les épreuves. Notre héros est soumis à une série de tests, des péripéties, nécessaires pour sa future transformation. C'est un moyen presque surnaturel de tester sa valeur. Septièmement, rencontre avec la déesse. Une entité surnaturelle, généralement une femme, offre une aide précieuse à notre héros pour triompher des épreuves. C'est Athéna qui aide Hercule ou plus récemment Galadriel qui offre une fiole à Frodon. Huitième moment, la tentatrice. Encore une femme, tiens, mais cette fois elle va tenter de détourner notre héros de son but en cherchant à le séduire. Je ne vois pas d'exemple plus parlant que les sirènes dans l'Odyssée d'Ulysse ou Calypso. Neuvième mouvement, expiation du père des abysses. Climax de l'histoire, le héros affronte et manque de mourir à la menace finale qui est généralement, tiens, le père ou une figure paternelle, coucou Dark Vador, et manque de mourir. Ça pue la psychanalyse, c'est normal. Dixièmement, l'apothéose. Après une mort plus ou moins symbolique et une résurrection, le héros est affublé d'un nouveau pouvoir ou devient Dieu et détruit la menace. C'est Neo, Harry Potter, Luke Skywalker, Naruto, Luffy, etc. Vous trouverez beaucoup d'exemples. Onzièmement, le bienfait ultime. C'est la récompense que le héros était venu chercher. Le Graal, la résurrection de l'être aimé, la destruction de l'anneau, de l'étoile noire, etc. Troisièmement, le refus du retour. Le héros est désormais très bien dans cet univers surnaturel et refuse de retourner dans le monde réel, pour partager les bénéfices de la récompense obtenue. Honnêtement, j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples, mais je dirais Harry Potter. Treizièmement, la fuite, non officielle, le vol magique. Le héros possède sa récompense, mais il doit désormais fuir. Et il existe encore peut-être des pièges sur son chemin. C'est le volcan en fusion du Mordor après la destruction de l'anneau, mais pas d'inquiétude, le héros n'est pas seul. Possiblement blessé dans son combat, il sera secouru par une entité, parfois magique, qui lui permettra d'éviter les dernières épreuves. Un bon Deus Ex Machina. Et on connaît l'exemple ultime, les aigles dans Le Seigneur des Anneaux. Quinzièmement, retour au bercail. Le héros rentre chez lui dans son environnement non surnaturel, mais en possédant l'objet de sa quête ou une nouvelle connaissance ou un pouvoir utile aux autres. 16e, le maître des deux mondes. Grâce à sa quête, le héros a conquis le monde commun et le monde imaginaire. Et le meilleur exemple, c'est Kung Fu Panda, où le héros, Po, maîtrise un nouveau domaine à chaque film. 1. Maîtrise martiale, 2. Maîtrise mentale, 3. Maîtrise spirituelle. Enfin, moment 17, la liberté de vivre. Ayant affronté la mort, voire en étant carrément mort puis ressuscité, le héros n'a plus peur de mourir. Il est libre de ses basses considérations humaines. Il peut vivre pleinement ce qu'il s'interdisait jusque-là. Le voyage est terminé. C'est pas fini. Si. Campbell s'est fait dézinguer par des personnes qui s'y connaissaient un peu mieux que lui sur sa manière de voir les mythes et les folklores. En gros, il parlait avec assurance d'un truc qu'il ne connaissait pas. Tiens. L'un de ses critiques, Tolkien, pas Tolkien, l'accusa de prendre uniquement les mythes qu'il arrangeait pour valider ses dires et de rejeter les autres. Tiens. Les amateurs reconnaîtront el famoso cherry picking. Campbell a donc suivi le chemin classique de la fausseté scientifique. Plutôt que d'analyser tous les mythes pour en tirer une potentielle structure commune, il avait déjà une idée du mythe ultime et a choisi exclusivement les histoires qui confirmaient sa croyance. Mais alors si Campbell ne tire pas son monomythe d'une rigoureuse analyse des mythes, d'où lui vient cette histoire de mort, de résurrection et de père à affronter? Eh bien d'une autre discipline avec plein d'histoires invraisemblables, la psychanalyse. Comme beaucoup de penseurs de son temps, Campbell était intéressé par les théories psychanalytiques, notamment celles de Sigmund Freud et Carl Jung. Il croyait comme eux à une explication universelle de la psyché humaine.
qui se retrouverait dans tous les mythes. On peut d'ailleurs s'amuser à tracer des parallèles entre le conscient et l'inconscient freudien, le monde réel et fantastique de Campbell. Le patient freudien doit explorer son inconscient irrationnel, le héros campbellien plongé dans un monde surnaturel défiant la normalité. Dans le monde surnaturel de Campbell, l'entité menaçante est généralement incarnée par le père du héros, ou une figure paternelle. Devinez qui il faut tuer dans l'inconscient freudien ? Dans le monde de Campbell, l'aide en cours de l'aventure est apportée par une figure maternelle bienveillante, qui va aider à vaincre le père, le méchant. Le rôle de la mère est primordial également dans toutes les théories freudiennes. De là à penser que le mentor qui aide le héros à aller dans le monde surnaturel est l'incarnation du psychanalyste qui aide le patient à explorer son inconscient, pour acquérir une connaissance universelle, il n'y a qu'un pas spéculatif que je franchis gaiement. Carl Jung, quant à lui, a proposé des archétypes, c'est-à-dire des figures universelles qui se retrouvent dans les mythes de toutes les civilisations. Il a également développé le concept d'inconscient collectif, ça sonne familier. Bon, donc Campbell a créé une théorie pétée sur les mythes fondateurs en s'inspirant des concepts pas folichons tirés d'un truc pas mal pseudo-scientifique. Pourtant, j'ai pu sortir plein d'exemples d'œuvres utilisant le monomythe du roman Thread. Comment ça se fait ? Eh bien parce que si sa théorie c'est du flan, elle a inspiré beaucoup de créateurs, notamment un certain George Lucas qui souhaitait créer un mythe moderne avec la guerre des étoiles, et il y est parvenu. La théorie de Campbell s'est validée a posteriori. Le monomythe de Campbell est une prophétie autoréalisatrice. Elle est bancale mais des créateurs y ont cru et s'en sont inspirés. En vrac, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, beaucoup de Disney, Rick et Morty, etc. etc. Aujourd'hui le monomythe de Campbell est partout. Non pas parce qu'il est vrai, mais car des gens y ont cru et l'ont rendu incontournable. Fin du thread. Ce que la reconnaissance par le grand public de cette théorie a produit, c'est pas de la connaissance, c'est une formule scénaristique. D'un côté, Campbell a produit une théorie vaseuse et critiquable, et de l'autre, Vogler s'en est inspiré, pour produire une méthode toute faite pour écrire des scénarios paresseux mais qui fonctionnent bien sur le marché. Ce que ça a créé, c'est l'idée que pour intéresser les gens, que pour faire une bonne histoire, il faut imiter cette formule. Regardez, la plupart des récits young adultes de la fantasy, c'est calqué sur ce schéma. Ces récits sont tous les mêmes, seul l'emballage change. Et à force d'utiliser encore et encore ce même schéma, forcément il devient universel. Pas parce qu'il l'est par nature comme l'affirme Campbell, mais parce qu'il le devient à force d'être utilisé. Or cette formule, en plus d'être répétitive, elle est assez pauvre. Elle transmet l'idée que le peuple a besoin d'un héros pour se sortir de ses problèmes. Un héros qui a hérité des pouvoirs la plupart du temps. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un auteur qui sent car l'oignon du monomythe. Cet auteur, c'est John McNaught, qu'un de mes abonnés Boule de Feu m'a fait découvrir. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer une autre façon de faire de l'art, une autre façon de créer de l'émotion et d'envisager la narration. Il n'y a pas que le monomythe dans la vie, il y a aussi le rien du tout. Alors dimanche, ça nous raconte l'histoire de deux jeunes qui s'ennuient durant l'été, et qui décident pour tromper leur ennui d'escalader le toit de leur maison. Et puis une fois postés sur le toit du monde, ils regardent. Voilà, c'est tout, c'est le pitch. Et c'est magique. Il y a le bruit du monde, les oiseaux qui chantent sans se lasser, les voitures qui passent sans que l'on sache où elles vont, les éclats de vie qui proviennent des voisins, des bruits d'assiette, de la musique, un chien qui aboie, l'imagination qui prend le dessus pour essayer de chasser l'ennui, le virtuel et puis la fiction. Le temps qui passe lentement, les nuages qui se métamorphosent au gré de nos pensées. Bon, je vous ai montré les planches, vous avez vu la composition. Là, parmi vous, il y a deux camps. Ceux qui ont compris, qui ont envie d'aller lire cette œuvre pour ressentir cette émotion de nostalgie apaisée, de contemplation du monde. Et il y a ceux qui se sont dit, mais c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est l'évocation. L'intérêt, c'est la mise en avant esthétique de ces petits moments de rien, les souvenirs auxquels ça nous renvoie. Tous ces moments oubliés que vous avez vécus, allongés dans l'herbe sous le soleil, à ne rien faire d'autre qu'attendre, écouter, profiter du calme, profiter de la chaleur, du silence. Ce mélange d'ennui et d'absence de trouble. Les BD de McNaught ont ce pouvoir contemplatif, cette faculté de pouvoir, le temps de la lecture, retrouver ce sentiment apaisant, par procuration et par ricochet. Lorsqu'il était enfant, McNaught a vécu 1 an à Peeble Island, l'une des îles Malouines de l'océan Atlantique proche de l'Amérique du Sud. C'est une région avec un fort passé et des enjeux de conflits internationaux, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les souvenirs. Les souvenirs de la beauté de ces paysages, des caprices de la météo, le ciel passant sans prévenir du soleil à la pluie torrentielle. C'est une étendue dans laquelle la nature est très présente, dans laquelle la nature est difficile à apprivoiser, et donc une étendue dans laquelle l'homme ne se sent pas tout puissant. L'homme subit et l'homme observe. Je cite l'auteur. Dans un endroit comme les Malouines, on se sent toujours très petit, très apaisé sous ces ciels immenses. Et je pense qu'une bonne partie de mon travail consiste à essayer de capturer ce sentiment très particulier. Je vais pas vous mentir, c'est loin d'être son œuvre la plus intéressante. Je la cite surtout pour le côté biographique de l'auteur.
En fait, la BD est composée de 3 histoires courtes, ce qui fait qu'on a un peu de mal à entrer dans son délire contemplatif. À peine immergé, il est déjà temps de sortir, c'est un peu dommage. Mais on voit tout de même ici l'essence de son travail, capter des petits moments du quotidien, des événements éphémères, les petits riens qui forgent nos souvenirs. Là où la plupart des artistes cherchent à faire des œuvres dynamiques, à ne pas perdre leur lecteur, à toujours leur donner quelque chose à se mettre sous la dent, McNaught fait l'inverse. Il suspend le temps et fait durer ces moments où il ne se passe rien ou pas grand chose. Une panne de courant par exemple, le fait de sortir sa lampe torche, d'aller dehors régler le problème, le petit temps de pause où l'on admire le paysage, où l'on regarde passer les oiseaux, où l'on se sent petit face à l'immensité de l'univers. Prix Révélation 2013 au Festival d'Angoulême, automne est peut-être la quintessence du travail de John. L'été se termine et feuilles se détachent des arbres et dansent au rythme du vent avant de rejoindre le sol. Nous suivons tour à tour 2 personnages. Je vous avoue qu'au cours de ma lecture, j'avais pas fait attention que c'était 2 personnages différents, ce qui n'est pas bien grave. Le premier est commis de cuisine dans un mouroir, le second livre des journaux. C'est tout. Le premier fait la cuisine et le second livre des journaux. Et ce, pendant l'automne. Voilà. Et plus que dans ses œuvres précédentes, le temps se dilate et s'éternise. Mon œuvre préférée de McNaught, c'est la première que j'ai lue, un été à Kinghamfield. C'est l'histoire d'une famille qui part en vacances dans un endroit que la maman aime bien. Ça lui rappelle sa jeunesse. Ces 2 enfants s'ennuient. La succession des cases donne un sentiment de vide, comme une immense perte de temps, comme si plus rien n'avait de sens. La tristesse des jardins d'enfants délaissés, les paysages sur lesquels on pose les yeux et qu'on ne reverra plus jamais, les endroits éphémères pour nous qui sont le quotidien des autres, les fils de voitures, les gâteaux périmés de mamie qu'elle ressort tous les ans, les gens qui s'amusent sans nous. Cette fois, l'emphase est mise sur la relation entre un jeune homme et sa mère qui n'arrivent plus à se comprendre, qui vivent dans des mondes différents. La mère qui n'arrive pas à créer des souvenirs de vacances à son fils, le fils qui ne fait pas d'efforts pour la comprendre. Les liens qui s'envolent sans rien qu'on puisse y faire. J'aimerais vous proposer de refaire la petite expérience qu'on avait fait lors de notre vidéo sur Tout seul l'an dernier. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais l'auteur Chabouté comparait sa composition avec un bon vin, que l'on savourait lentement en prenant le temps d'en découvrir les arômes, les différents goûts successifs sans se presser. C'est d'autant plus vrai dans les œuvres de McNaught. Je vais donc vous passer une musique calme et vous laisser vous imprégner de l'œuvre. Vous me direz en commentaire ce que vous avez ressenti. Vous me direz s'il y a des souvenirs qui vous sont remontés à la surface. Je sais que c'est bizarre de briser la composition, mais ça vous donnera un bon aperçu de la puissance évocatrice de ces images. A tout à l'heure. Alors, ça fait quoi? J'ai hâte d'avoir votre ressenti. Vous voyez, j'arrive pas à vous parler de la composition. J'aurais l'impression que de vous dire des banalités, des choses que vous pouvez voir par vous-même. Je suis totalement incapable de décortiquer ces œuvres. Elles me touchent beaucoup trop. Elles sont à la fois trop évidentes et trop subtiles. Elles racontent beaucoup et peu à la fois. J'avoue ma défaite. Si les images que je vous ai montrées vous parlent, n'hésitez pas. Ne vous attendez à rien. Attendez d'être bien au calme chez vous, dans un endroit confortable, sans aucune distraction. Et laissez-vous porter par le flux des images et la manière dont elles sont composées. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description. Mais je vais pas vous laisser partir comme ça. J'aimerais vous expliquer pourquoi je trouve que ce genre d'œuvre est importante. Imaginez-vous dans un musée. Disons le Louvre. Vous passez de salle en salle en regardant les tableaux des grands maîtres, ces tableaux qui ont marqué l'histoire de l'art, qui ont forgé notre culture. Bien, ces tableaux, est-ce que vous les avez vraiment regardés? Je veux dire, bien sûr, vous les avez vus, mais est-ce que vous vous êtes vraiment arrêté dessus? Est-ce que vous avez pris le temps de les ressentir? Ou bien est-ce que vous avez jeté un coup d'œil avant de passer au tableau suivant? Ça, c'est une bonne question, ça. Cette accumulation d'œuvres d'art sur les murs nous pousse à papillonner et à passer de l'un à l'autre. Le Louvre, c'est pas gratuit. Il y a des horaires de fermeture et parfois on a un train à prendre pour rentrer chez nous. Alors on essaye d'en avoir pour notre temps et pour notre argent. On veut voir un maximum de choses avant la fin de la visite.
mais en faisant ça, je pense qu'on gâche notre expérience. Et j'en suis le premier coupable. Je vais pas vous faire un couplet sur le monde qui va de plus en plus vite, notre besoin toujours renouvelé de nous occuper l'esprit par des choses variables, notre déficit d'attention. Mais ce qu'on fait dans les musées, on a aussi tendance à le faire en bande dessinée. On en lit des dizaines par semaine, on enchaîne, on lit vite, on les oublie, bref, on consomme. On ne prend que rarement le temps de s'arrêter pour recevoir pleinement notre dose d'émotion. On lit trop vite, on lit trop mal. Je dis on parce que je m'inclus dedans. Je lis trop vite et je lis trop mal, parce que j'ai plein de choses à faire. Je gâche certaines lectures en n'arrivant pas à m'extraire totalement du monde extérieur. Parce que je suis trop pressé, parce que je suis trop stressé. Les œuvres de MacNote m'ont obligé à ralentir. Elles ne racontent pas grand chose. Il n'y a pas de dénouement spectaculaire, pas de suspense. Il y a juste un ralentissement du temps qui nous oblige à nous poser, et rien d'autre que l'œuvre. Émile Bernard dans Propos sur l'art nous dit 3 opérations. Voir, opération de l'œil, observer, opération de l'esprit, contempler, opération de l'âme. Quiconque arrive à cette 3e opération entre dans le domaine de l'art. Quand je vous fais mes petites vidéos là, le fils de Bulle, tout ça, je suis obligé d'entrer dans l'observation pour essayer de repérer des trucs pertinents qui vous donneraient envie de vous plonger dans l'œuvre. Mais ce que j'espère moi, c'est qu'à la lecture vous entriez dans la contemplation, que l'œuvre vous provoque un petit quelque chose d'inexplicable. Et pour ça, il est indispensable de prendre le temps, de se ménager un temps spécial, un temps particulier que l'on va consacrer à la lecture. Un temps dans lequel on peut oublier notre quotidien pour vivre l'œuvre. Pas pour fuir nos problèmes, attention, je vous parle pas de divertissement, il n'est pas question de s'oublier soi-même. Au contraire, c'est un temps de partage entre vous et l'œuvre, un moment privilégié qui n'est dédié qu'à vous et vos émotions profondes. Et ça, ça nécessite d'une part que vous soyez disponible, et d'autre part que l'œuvre soit suffisamment riche pour vous parler, qu'elle puisse parler non seulement à vos yeux avec de beaux dessins, non seulement à votre cerveau avec des thèmes profonds, mais aussi et surtout à votre âme, au sens métaphorique du terme, à ce que vous êtes, grâce à sa composition, grâce à tout ce qui constitue l'œuvre. C'est d'ailleurs pour ça que le minimalisme est vecteur d'émotion selon moi, puisqu'il empêche que seuls nos yeux soient sollicités. Il faut atteindre la fruition, la jouissance mystique. Et les œuvres de MacNote, justement, permettent à mon avis une première approche de ce genre de lecture, puisqu'elles se débarrassent de toute fioriture pour s'adresser directement à notre nous profond, quitter la rationalité pour passer dans l'émotion esthétique. Dans le même genre d'idée, L'homme qui marche de Taniguchi m'a procuré une émotion semblable. Dans MacNote, c'est surtout une méditation mélancolique et un peu triste que l'on ressent. Dans L'homme qui marche, c'est un peu le contraire. Il y a un mec qui se promène et il est content de se promener. Il se passe pas grand chose. Il regarde les arbres, les papillons, il rencontre un chien et puis voilà, il est content. Et à la lecture, j'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que ça évoquait un sentiment qui est en moi. Contempler la beauté de la nature, regarder les arbres, les fleurs, pour rien. Se balader sans but. Être là. Contempler la chaleur du soleil qui nous réchauffe et cette petite brise qui nous hérisse les poils. Et bien sûr, puisqu'il est japonais, les cerisiers en fleurs. Alors oui, bien sûr, les monomythes, les batailles épiques, les quêtes légendaires, les magiciens, les elfes, les vaisseaux spatiaux, les aliens. Ça fait plaisir à l'œil, ça fait plaisir au cerveau. Mais de temps en temps, posons-nous sur l'herbe et regardons les nuages passer. Moi, j'aimerais vous parler d'Ultia. Depuis le dernier festival d'Angoulême, Ultia est régulièrement en partenariat avec la maison d'édition Glénat pour faire des lives avec des auteurs de BD. Et à ce sujet, avant de remettre une couche à propos du monomythe, j'aimerais témoigner de quelque chose. Vous et moi, chers abonnés, nous sommes un peu des rageux, faut se l'avouer. Quand on voit des influenceurs divers parler de BD, que ce soit pour faire la promo de leur mauvaise BD, ou bien pour en mettre d'autres en avant, on a toujours un mouvement de rejet. Et je dois avouer que je partais pas forcément gagnant avec Ultia. Mais je suis témoin qu'Ultia a pris la BD au sérieux, qu'elle s'est sincèrement renseignée sur le sujet, qu'elle a fait l'effort de comprendre les principes de composition, de découpage, etc., etc. Voilà, je voulais lui donner un peu de force. Parce que moi, je suis sympa comme gars. Ces émissions sont très cool, elles posent des questions pertinentes, fait des remarques pertinentes, tout ça. C'est rare que la BD soit prise au sérieux de cette façon. Donc si tu passes par là, GG Ultia. Je vous mets un lien vers ces replays en description. Bref, durant l'un de ces lives, la question du monomythe a été abordée. Dans Rêve, tu fais à nouveau des références au mythe grec et plus particulièrement à la notion de monomythe. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Ah ben bien sûr. D'habitude, on le faisait presque instinctivement. On faisait comment un héros devient un héros et il traversait un peu des étapes qui semblaient clés presque instinctivement. C'est la théorie de Carl Jung, c'est que tout ça, c'est des archétypes qu'on a en nous. C'est ça, ouais. Vraiment indépendamment de tout comme le concept de mère, des choses comme ça. En fait, lui, il dit que même si t'as pas envie de faire forcément le voyage du héros et sa quête, etc., tu le feras quoi qu'il arrive, exactement. sans faire exprès. Et puis du coup, même dans la réalité, pour progresser, ça il y a une grosse similarité avec les étapes du deuil. Enfin, en fait, tout ce qui se règle par étapes ressemble un peu à ce monomythe. Pour le contexte, là, il y a Ultia, là, il y a sa pote que je connaissais pas, Little Big Whale, je crois. Là, il y a Jim Bishop que vous devez connaître à force, et là, Édouard Court, l'auteur d'une BD qui s'appelle Rêve.
Moi, c'est une BD que j'avais trouvée très forte dans sa composition, mais un peu bancale sur son propos. Parce que je trouvais le fond et la manière dont il est traité un peu cliché et faussement symbolique. En gros, Rêve, c'est une simulation de jeu vidéo dans laquelle les gens sont téléchargés et qui leur propose à chaque fois un scénario différent adapté basé sur les étapes du monomythe. On apprend à la fin de la BD que le principe de Rêve, c'est d'utiliser le monomythe pour guérir les gens de leur trauma, en leur faisant suivre chacune des étapes. Bref, Édouard Cour, ou La Cour, c'est un gros fan du monomythe. Pour lui, c'est à la fois le scénario ultime et une théorie qui se révèle vraie. Chacun son opinion, moi vous aurez compris que je suis pas vraiment de son avis. Bref, à un moment donné dans le live, Ultia va poser une question pertinente. Et du coup, tu penses pas que le conteur, ou du coup toi en tant qu'auteur, on s'enfermerait pas dans ce monomythe qui est appliqué absolument partout, décliné partout, même dans l'animation par exemple avec le Roi Lion? En effet, si on suit à chaque fois le monomythe dans ses scénarios, on ne fait que ressasser le même genre d'histoire à chaque fois. Ce à quoi Edouard répond ceci. Ouais, mais en fait, c'est comme tout, vaut mieux savoir que ça existe, puisque consciemment, tu peux un peu t'en extraire, alors que sinon, sans le savoir, tu t'y vas, parce que tu singes des choses d'autres récits qu'on t'a fait. Donc voilà, savoir, le connaître, c'est pareil en découpage, en BD, en fait tout, quand on connaît les règles, on peut plus facilement les casser et en faire un truc intéressant. Il y a quelque chose d'assez vrai. Pour ne pas s'enfermer dans le monomythe, il faut le connaître pour pouvoir s'en extraire. Je pense que c'est un bon conseil pour tous ceux qui essayent d'écrire en ce moment même. Faites tout pour ne pas copier ce schéma et pour vous en éloigner un maximum. Un peu plus loin, il va dire qu'on peut par exemple changer le rôle du mentor pour créer une nouvelle histoire ou briser certaines règles du monomythe pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est vrai. Mais on peut aussi, comme dans les BD de MacNote et d'autres que je vous présenterai dans le chapitre suivant, juste ne pas utiliser le monomythe. Et ça, je trouve qu'il insiste pas assez dessus. J'ai l'impression que quand on est convaincu de la théorie de Campbell comme Edouard, et donc on pense effectivement que le monomythe est avéré, on a tendance à le voir partout. On va tordre un peu la réalité pour faire entrer n'importe quoi dans le monomythe, quitte à faire sauter des étapes pour que ça rentre dans le moule. Et du coup, on a l'impression que tout participe du monomythe. C'est une sorte de paranoïa. Quand on cherche des signes, on finit par les trouver partout. Et ici, Ultia va faire une remarque un peu similaire. Je vous laisse écouter. C'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai vu cette notion de monomythe dans ta bande dessinée, je me suis un peu renseignée sur le sujet et j'ai vu une vidéo YouTube de quelqu'un qui essayait de parler du monomythe, puis après de démonter aussi un petit peu le concept, voilà. Et en fait, cette personne disait qu'il y a une analyse de Hard Disk, tu connais Hard Disk, je pense, qui est une chaîne YouTube, entre autres, et en fait, qui parlait du fait que les vidéos de Lena Situation était basée sur le monomythe. Ah ouais? Oui. Oh waouh! Oui, et en fait, il explique tout ça. Mais je pense qu'on peut le transposer à ouais, énormément de choses. Une fois que tu as conscience du concept et de ce qu'est le monomythe, en fait, tu te dis, ah ouais, mais... Et ça tombe bien, la vidéo dont elle parle, je la connais. Et c'est celle-ci. Je vous passe l'extrait. Moi, je me souviens d'avoir eu ce déclic. Je me souviens d'avoir vu des vidéos de Lena Situation, il y a même très longtemps, et de m'être dit, mais elle respecte complètement les 8 étapes du cercle. Donc aujourd'hui, on va déconstruire les vidéos de Lena Situation, et particulièrement, et c'est pour ça que je sors cette vidéo que maintenant, les vidéos de sa dernière mini-série sur son nouvel appartement. Si vous suivez pas les vidéos de Lena Situation, en gros, elle déménage, elle habitait avant chez ses parents, elle prend son propre appartement, et elle en a fait une série de 4 vidéos, dont le dernier épisode est sorti très récemment ce week-end. Et cette série de vidéos, c'est littéralement le cercle. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça particulièrement bien fait, alors on va sortir le petit cercle, il est ici, il est là, et on va voir si elle coche les cases. Mais je trouve que dans son analyse, il y a un problème. D'abord, le schéma de Dan Harmon est une simplification des étapes de Vogler, lui-même une simplification des 17 étapes de Campbell, qui se retrouvent, on l'a vu, pas dans toutes les histoires, mais dans beaucoup. Donc forcément, seulement 8 étapes, c'est extrêmement facile à trouver. Ce qui fait qu'il y a une forte probabilité de trouver schéma dans n'importe quelle œuvre, qui plus est, on est abreuvé d'Hollywood, qui s'inspire de ce schéma. Voilà, je pense que tout est dit. C'est une très bonne vidéo aussi, hop, je vous la mets en description. En gros, plus on ampute le monomythe de ces étapes, plus on peut faire rentrer de choses dedans. Et fatalement, moi, on parle réellement de monomythe. Dans Rêve, le monomythe n'a pas 17, mais 12 étapes. Mais les 17 étapes du monomythe, c'est des étapes essentielles pour la construction de la théorie. Si on en retire une ou deux, on ne parle déjà plus de la même chose. Alors 5 étapes en moins. Plus on simplifie le monomythe, plus on simplifie ces étapes, plus on enlève la spécificité des étapes, moins ça ressemble à la théorie de Campbell. Bon, je pense qu'on a fait un tour suffisant de la question. Maintenant, il me reste à vous montrer qu'on peut en bande dessinée faire régler un problème à un personnage sans utiliser le monomythe. Je vais donc vous présenter 3 BD que j'aime beaucoup. Une qui utilise le monomythe, une qui joue avec les codes du monomythe, et une, ma préférée du lot, qui n'a absolument aucun rapport avec ce dernier. Et je vous parle pas d'un truc particulier comme les BD de MacNote pour le coup. Après ça, je vous libère. C'est parti. La première œuvre sur laquelle j'aimerais revenir, c'est Lapino et les carottes de Patagonie, de notre cher Lewis Trondheim, qui est... Je suis auteur de bande dessinée. Je vous en avais parlé l'an dernier sous l'angle du MacGuffin, mais on peut aussi l'analyser sous le prisme du voyage du héros. Cette BD est intéressante à plusieurs égards. Déjà, il y a dedans 2 voyages qui se mêlent et qui s'entrecroisent. Le premier voyage, c'est la quête de Lapino pour se rendre à la grande ville pour acheter des carottes de Patagonie. On juge pas, chacun ses ambitions.
Durant ce voyage, Lapino ne refuse pas l'appel à l'aventure, il y va de lui-même. Il n'a pas besoin de mentor, pas besoin de développer de pouvoirs particuliers. C'est juste une quête FedEx. Mais, lors de son voyage, on va lui apprendre qu'il est l'élu d'une prophétie, le seul être capable de sauver le monde de la réincarnation d'un démon. On va donc proposer au lapin de se former, d'entreprendre une nouvelle quête pour mettre la main sur un artefact qui l'aidera à vaincre le démon. Mais Lapino, il refuse ce nouvel appel à l'aventure. Il n'a pas envie, ça l'intéresse pas. Il veut juste choper ses carottes et rentrer chez lui. Le narrateur va donc lui envoyer une foultitude de mentors, genre 5 ou 6, lui octroyer des pouvoirs, lui faire vivre des rêves symboliques et même, comme dans la théorie du monomythe, le faire mourir et le ressusciter. Mais rien n'y fait. Lapino campe sur ses positions. Et c'est là tout l'intérêt. Lapino est un héros de monomythe qui refuse d'entrer dans le voyage du héros. Il reste bloqué à l'étape du refus. Il veut effectuer son propre voyage, celui qui va lui permettre d'avoir ses carottes, et pas celui qu'un scénariste d'Hollywood aimerait lui faire vivre. Et pour ceux qui ont lu la fin, il n'y a pas de fuite magique, pas de retour dans le monde ordinaire. Lapino reste bel et bien coincé dans le refus, et ne franchit jamais vraiment le seuil du monde extraordinaire. On pourrait faire une vidéo complète sur ce sujet en montrant les différentes étapes, la façon dont elles se mélangent, le désordre total que ça crée. Cette œuvre est une véritable réflexion sur le monomythe et sur la façon dont on raconte des histoires. Réflexion qui va influencer l'ensemble de la carrière de Trondheim. Beaucoup de ses œuvres sont des contre-monomythes. Je vous encourage vivement à lire Lapino et les carottes de Patagonie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous trouverez en description le lien vers notre ancienne vidéo sur le sujet. Pour les plus anciens, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et qui n'ont toujours pas franchi le pas, vous n'avez plus d'excuses. Le lien d'affiliation est en description, et votre libraire est ouvert du mardi matin au samedi soir. Non franchement allez-y, c'est trop bien. Maintenant, pour qu'on évite de me dire qu'il y a des œuvres très bien qui utilisent le principe du monomythe, je vais vous en présenter une moi-même, une de mes BD préférées de l'an dernier, et c'est Les Peasley de Jérémy Moreau. Les Peasley, c'est l'histoire d'un jeune homme chauffeur Uber à Paris. Il doit bosser pour nourrir son frère et sa sœur puisque ses parents sont morts. Comme vous pouvez le constater à l'écran, il va de plus en plus mal et commence à perdre pied. Il est perdu en lui-même, il ne sait plus où il en est, ce qu'il doit faire. Il ne sait plus qui il est, leur grand frère, leur nouvelle figure paternelle. Eux comptent sur lui, mais lui, il peut compter sur qui à part lui-même? Cette perte de repère rejaillit sur son travail car Nathan, c'est son nom, est incapable de se repérer dans la capitale. Il ne doit son salut qu'à son GPS qui lui indique la direction à suivre sans qu'il ait à y réfléchir. Un jour, une de ses clientes, voyant qu'il est sur le point de craquer, lui propose de venir avec elle en Alaska pour se ressourcer. Bien sûr, il refuse, il peut pas abandonner comme ça. Mais le jour où il s'endort au volant, que son GPS le lâche et qu'il plante la voiture, il a plus le choix. Il faut qu'il s'en aille. Et c'est alors qu'avec sa petite famille, il suit sa cliente et débarque en Alaska. Là, si vous avez bien suivi la vidéo, vous devrez avoir repéré l'appel à l'aventure, le refus, le mentor et le passage du premier seuil. Il y a toutes les autres étapes ou presque, mais je préfère ne pas vous divulgacher la manière dont elles sont amenées. Et cette BD, elle est magnifique. Mais ce qui la rend magnifique, c'est pas tant la structure de l'histoire en elle-même que sa composition. Nathan marche une bonne partie de la BD dans la montagne, dans l'espoir d'apprendre enfin à se repérer tant dans l'espace physique que dans son espace mental. Regardez la manière dont c'est présenté par l'auteur. C'est pas juste un monomythe basique sans intérêt, il y a une réelle volonté artistique derrière. On sent bien que là, l'idée c'est de transmettre une émotion et pas juste d'appliquer un schéma. Le schéma sert de base, de squelette, c'est la toile de fond qui permet à l'auteur d'exprimer quelque chose à travers la composition. Vraiment, je vous encourage à aller lire ça, c'est vraiment très bien fait. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais Edouard a dit ceci à Jim Bishop. Et c'est aussi une façon d'éduquer à ça, de montrer qu'il y a ça à l'intérieur de tout. Du coup, je suis sûr que même si tu l'as fait inconsciemment, si tu prends ton bouquin, tu vas faire... En fait, c'est pas toujours texto exactement le chemin. Il peut y avoir une étape qui saute, et c'est ça qui est marrant, c'est un truc assez malléable. Mais quand même, à la fin, on a fait 7 ou 8 étapes, on n'a pas eu le choix. Donc le mentor, l'antagoniste, la découverte de l'artefact qui permet de dépasser ses limites. Plein de choses comme ça que vous allez retrouver partout. Et en effet, mon ami Pierrot respecte à 100% le principe du monomythe. Vous irez le vérifier par vous-même, faites vos propres recherches comme le disent les complotistes. Mais comme on l'avait montré dans notre vidéo sur mon ami Pierrot, lien en description, la force de la BD de Jim, c'est pas son respect du monomythe, mais bien la correspondance entre la composition de la BD et les émotions et les thèmes qu'elle tente de transmettre. C'est en ça que la BD de Jim est bien, c'est parce que sa composition est excellente, et pas parce que ça respecte le monomythe. Et c'est pareil dans les Peasley. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est ceci. Les scénarios qui s'inspirent de la théorie du monomythe ne sont pas mauvais en soi, ni meilleurs que les autres histoires. C'est simplement une façon différente de concevoir les histoires.
Ce qui me dérange dans le propos d'Edouard, c'est qu'il suggère, peut-être sans le vouloir, que c'est la seule façon de faire. Mais c'est faux. Je vous ai déjà parlé des BD de MacNote qui sont une preuve en soi, mais je conçois que c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Je vais donc vous parler d'une autre BD qui raconte les choses autrement. Juste avant, je tiens à préciser que la BD que je vais vous présenter n'est pas un cas isolé. J'aurais pu vous parler de Tondi, Spa, Cosmos Imbattable, J'ai tué Adolphe et bien d'autres. Si ça vous intéresse, picorez la chaîne, c'est des BD dont on a déjà parlé. Maintenant, je vais vous parler d'Avant l'oubli de Lisa Blumen, ou Blumen, ou Blumin, je sais pas trop. Bon, contexte. Dans un avenir pas si lointain, la Lune s'apprête à s'écraser sur la Terre. Les scientifiques ont tout tenté, rien n'y fait, la chute est inéluctable. L'autrice va alors nous raconter ce que les humains font en attendant la mort. Et autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas d'histoire de héros et de quête ici. Juste de l'humain. Il y a bien sûr ceux qui vont profiter de leurs derniers instants pour faire une partouze géante dans la forêt, s'offrant ainsi quelques menus plaisirs interdits, mais il y a aussi des cas un peu plus particuliers comme cette femme qui, pendant que tout le monde s'encucule joyeusement, préfère rester à son poste de caissière dans une supérette désertée. Il y a cette conservatrice de musée qui s'interroge sur la vanité des œuvres, cette mère de famille qui ne va pas tarder à accoucher d'un enfant qui, il y a encore quelques jours, était le symbole d'un nouvel horizon. Et il y a cette femme qui vient tout juste de guérir d'un cancer, qui s'est battue contre lui pendant des années pour finalement apprendre qu'elle va mourir le lendemain, écrasée par l'astre lunaire. Il y a tout un tas de personnages différents dans cette BD qui vont se croiser les uns les autres au cours du récit. Chacun va essayer d'apporter un peu de soi aux autres. Ils vont s'écouter, s'entraider. Le sentiment qui ressort de la lecture est assez paradoxal. Il y a à la fois un sentiment d'espoir en voyant les êtres humains s'ouvrir les uns aux autres, et un sentiment beaucoup plus nihiliste, puisqu'il est trop tard, puisque tout ceci est vain. La bienveillance arrive aux portes de la mort. Et ce genre de sentiment, cette émotion spécifique à cette BD-là, on pourrait pas le retrouver dans une BD monomythique. Bien, je pense qu'il est enfin temps de conclure. Vous l'avez compris, le monomythe nous enferme dans une façon schématique de voir les choses et de concevoir la manière dont on raconte les histoires. Un auteur qui ne fait que du monomythe s'enferme dans un cycle sans fin. Et un lecteur qui ne lit que ça se prive de tout un tas d'autres émotions. L'idée, c'est pas de rejeter le monomythe en disant qu'il n'apporte rien. Au contraire, c'est une très bonne base avec laquelle jouer, et on peut en faire quelque chose d'intéressant tant que la proposition s'accompagne d'une composition irréprochable, comme dans Lapino, Mon ami Pierrot, Les Peasley et bien d'autres. L'idée, c'est plutôt d'encourager les lecteurs à tenter d'autres formes d'histoire, à essayer de se mettre un peu en danger. Mais l'idée, c'est aussi de briser le mythe du monomythe. Je sais que je pourrais pas faire changer d'avis ceux qui sont acquis aux théories freudiennes, jungiennes, etc. Si l'inconscient, la psychanalyse, les archétypes et tout, c'est votre dada, pourquoi pas? J'ai pas mon mot à dire dessus. En plus, en général, les dérives ésotériques, ça donne de la bonne matière pour les histoires. Simplement, essayez de vous extraire de ces schémas mentaux pour voir ce qu'il y a en dehors. Sortez de cette zone de confort assurante de cycles, de cercles, de correspondances. Sortez de ce schéma, de cette rationalisation, et vous allez voir que ça va exploser votre champ des possibles. Sortez du mental et replongez dans les sentiments purs, dans l'émotion dans ce qu'elle a de plus naïf, de plus simple, dans l'émotion en tant que partage, que lien avec les autres, et pas seulement en tant qu'étape personnelle. Et en parlant de partage, c'est le moment de vous demander de soutenir la vidéo avec un pouce, un commentaire et un partage. Il sera bientôt temps, chers abonnés, de nous dire au revoir. Mais pour le moment, on va se donner rendez-vous dans 2 semaines, pour vous parler d'une autre thématique. N'oubliez pas d'aller checker la description, et en attendant, surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. C'est vrai que moi, maintenant, ces règles-là, moi, je les rejette, tu vois, justement, et je suis un peu saoulé de l'entendre tout le temps, hein, Joseph Campbell et tout, mais je suis d'accord avec toi quand même sur le fait qu'il a établi quelque chose, et aujourd'hui, moi, j'avoue, quand j'en fais peu référence, même je conseille jamais parce que je suis en mode, en fait, tu comprends vite les règles et il vaut mieux tout de suite t'approprier quelque chose, enfin, d'essayer de comprendre un truc à toi, tu vois. Mais après, oui, je te rejoins sur le fait que c'est bien aussi de connaître les règles, je suis d'accord.